vais te parler de moi, mais pas de mes problèmes. Je vais te causer de cette face que tu ne connais pas trop. Dans ma tête je suis patron, et dans la vraie vie ouvrier. Laisse-moi te causer de cette facette qui me dit vous êtes filmé, souriez. Peu importe comment tu m'aperçois, oh, je suis personne, même si à tes yeux j'impressionne. En tout cas, bienvenue et merci déjà d'avoir honoré l'invitation. Donc ici, c'est un petit entretien d'environ 50 minutes. Ok. Et dans le but de pouvoir un peu parler de toi, de ton histoire, étant donné que moi je t'ai découvert et j'ai vu tout de suite quel genre de personne tu étais et qu'est-ce que tu faisais. Ici, le but c'est vraiment de partager un peu à travers ton histoire, ton expérience et surtout de conclure par laisser ta philosophie de vie, un petit message aux gens qui vont te regarder, dans le but de les inspirer et aussi dans le but de te comprendre et de te connaître, parce que c'est d'abord la personne qu'on achète avant d'acheter ses œuvres, donc Moi, c'est un bien, peu ça. c'est mon slogan, j'aime ça. Ouais, aussi. voilà. C'est Tu vois. phrase. Donc bienvenue dans People Entertainment. Et alors, pour commencer, j'aimerais bien que tu te présentes. J'aimerais bien savoir, lorsque tu dois te présenter aujourd'hui, comment est-ce que tu te présentes? Voilà. Comment je peux me présenter? Parce que, tout d'abord, bonjour, je m'appelle Pedro Ngezi. Je suis aîné d'une grande fratrie. Quand je dis fratrie, ça veut dire que je suis le premier-né d'une première-née. Ok. Sinon, en Afrique, je dirais, je suis un peu le chef de famille. Ok. Parce que tous les nés après moi, tous les enfants qui sont nés après moi, que ce soit mes frères, mes cousins, ils sont tous en dessous de moi. Ok. Parce que ma mère, c'est la grande. Ses frères et sœurs, leurs enfants, ce sont mes frères aussi. Ouais, voilà. Donc, je suis vraiment la tête, De la nouvelle génération. voilà, de la famille. tête du train de la lignée de ma mère. Ok. Donc, c'est ça. Et le fait d'être né aussi dans cette position, c'est aussi quelque chose qui est rempli de responsabilités. Ok. Et moi, j'ai eu conscience de ça très tôt. D'accord. Parce que je me suis toujours dit, je dois rester comme ça. Si je pars comme ça, tous les autres vont faire la même chose. Si on les reproche, ils vont dire, mais lui aussi, il a fait ça. Ouais, voilà. Et donc ça a toujours été ma philosophie dans la vie, de montrer les chemins Ok. À ceux qui sont derrière moi. Top. Et tu es né où exactement? Ben, moi, je suis né à Kinshasa. Ok. Je suis le seul blédard. Ok. Ouais. C'est-à-dire? Parce que tous les restes sont nés ici en Europe. Ah, ok, d'accord. Dans la famille, hein. Ouais, Je suis le seul vraiment qui est né au Congo. Ok. Je suis venu ici à l'âge de 12 ans. Quand même. Ouais. Donc, tu as vécu vraiment Ouais, j'ai vécu la première partie de ta vie en Afrique. en Afrique et tout. Ouais. Et j'en garde beaucoup de bons souvenirs. J'ai été aussi beaucoup influencé par les personnes avec qui je suis resté. J'ai grandi parce que je suis venu par la suite de rejoindre les parents. Moi, j'étais resté. Ok. Les parents étaient déjà là. Papa est venu, maman est venue par la suite. Et puis moi, je suis venu les rejoindre. Ok. Donc, entre-temps, je suis resté avec ma grand-mère. Maternelle, quoi, côté de ma maman. Et j'ai une question qui vient en t'écoutant parlant. Quelle est pour toi la différence que tu as remarquée de ta vie, de ta première partie de vie, 12 ans en Afrique, et alors les 10 ans qui ont suivi, par exemple, le fait que tu sois venu vivre ici? C'est quoi que tu as vu un peu comme différence, que tu as remarqué, qui t'a frappé peut-être le plus? Ben, pour moi, déjà, je dirais la différence est très grande parce que quand tu vis avec ta mamie, tu es les chouchous. Donc moi, ma grand-mère, elle me donnait tout ce que je voulais. Ok. J'étais vraiment, on connaît les grand-mères africaines, hein, Ouais. les mamies africaines. En plus, je suis son premier coco. Ouais, voilà. Donc j'étais hyper protégé. Tout ce que je voulais, j'avais.
Donc, ces côtés-là, quand je suis arrivé ici, j'avais plus ça. Ouais. Parce que j'avais déjà des petits frères à moi qui étaient déjà là, nés ici. J'avais pas ça. Bon, moi, ça me dérangeait pas le fait que tu sois les chouchous, c'est pas vraiment ça les problèmes. Je me sentais un peu dépaysé parce que j'étais dans mon monde là-bas. On va mettre dans un autre monde où je dois découvrir de nouvelles choses, acquérir de nouvelles codes, tout ça. Donc, c'était deux choses différentes. Et puis, voilà, tu arrives, tu dois découvrir encore, parce que mon papa, je ne l'ai pas vraiment connu. Quand il est venu en Europe, j'avais 2 ans. Donc, on a 10 ans. Il y a eu ces 10 ans-là. De vide un peu. De vide. Quand tu arrives, tu dois maintenant découvrir une personne que tu as toujours entendue. Ouais, voilà. Mais maintenant, tu l'avais en face de toi. Ouais. Donc, c'était... Cette période-là, c'était une période vraiment où tu dois réapprendre en fait, à vivre avec un papa. Ouais, voilà, parce que tu as grandi sans papa, en quelque sorte, quand tu vois. Tu as grandi, parce que ma mère, j'ai grandi avec lui jusqu'à mes 7 ans. D'accord. Donc, je connaissais plus ma maman que mon papa. Parce que je n'ai même pas des souvenirs de mon enfance avec mon papa. Ouais, voilà. Ok. Parce que, on me racontait, on était souvent proches, mais étant petit, je sais pas si genre la première année avec lui, tu l'observais un peu, tu voyais comment il vivait. Comment tu l'as vécu, le fait de te remettre en proximité avec lui? Cette première année, je dirais, ça s'est pas bien passé. Ok. Parce qu'on a eu... je pense qu'il a voulu se dire, ouais, il arrive, je dois les mater pour avoir le contrôle. Ouais, voilà. Et moi, je suis un enfant où j'étais gâté. Et j'avais mon caractère. Ouais, moi, maintenant, j'ai grandi, je me suis calmé, mais j'ai du caractère. Bon, il est toujours là, mais j'ai le contrôle en quelque sorte. Et je ne pouvais pas non plus accepter. Je dirais un inconnu. Avec mon papa, pour moi, c'était un peu un inconnu qui essaye de... Tu vois, d'essayer de prendre l'emprise sur moi, le contrôle sur moi, non. En plus, c'était quoi, à l'âge de 12 ans, 12 ans déjà. On commence à devenir ado, là. Bien sûr. Mais moi, j'étais très mature. Hein. Vraiment, c'est pas pour me vanter, j'étais déjà très éveillé dans mon esprit. Donc, je connaissais déjà beaucoup de choses, je savais ce que je voulais. Même déjà, étant petit, quand je demandais quelque chose, c'est ça que je devais avoir. Et c'est très de caractère dur. Je vois ça chez mon fils. Ok. Les petits, il est comme ça. Quand il veut, c'est ça. Et quand il veut pas, il veut pas. Et moi, j'étais comme ça. D'accord. Et quand lui, tu lui provoques, il doit te remettre. Lui, ce ne sera pas lui le dernier. Il doit te remettre les coups que tu lui as donnés. Il va tout faire, même s'il n'est pas fort, il va prendre quelque chose, il va te lancer. Ok. Oui. Ah, c'est bien. Oui. Et ce qui est drôle, il y a beaucoup de choses de mon enfance que je plus dans ma tête. Mais au fur et à mesure, maintenant, quand je parle de petit à mes tantes, avec qui j'ai grandi, elles me disent, mais tu as mis ton enfant au monde, tu t'es mis au monde. Voilà. Elles me racontent, oui. Toi, tu étais comme ça. Tu étais pareil aussi. Quand tu ne savais pas te défendre, tu prenais quelque chose, tu lançais. Une tante à moi qui m'a même dit, je vais lancer une pierre. Allez. Ah ouais. Ok. Oui. Allez. Ok. Donc, c'est à travers vraiment ton enfant que tu revois ton caractère d'enfance. Voilà, je revois mon caractère d'enfance et que les langues, c'est des lits aussi, que les gens me racontent. Parce qu'on ne m'a jamais raconté ça. Tout ça, ouais. Mais je voulais savoir... alors, au niveau, à l'école, au niveau scolaire, quel type d'élève tu étais? Quel caractère tu avais au niveau de l'école maintenant? Ici, moi, au niveau de l'école, quand je suis arrivé ici, on m'a mis c'était en 5e primaire qu'on m'a mis. J'étais une bonne élève. J'étais vraiment très assidu dans mes études, j'étudiais bien. Et j'avais des comportements qui choquaient les autres élèves. Ok. Ça veut dire quoi? En Afrique, quand on te posait une question par un professeur, tu t'es levé pour répondre. Ouais. Moi, j'avais encore ces tics-là, ici. Donc, quand on me posait une question, je me levais, je répondais. Tu voyais tout le monde dans la classe. Ouais, je dis, mais pourquoi il se lève? Pourquoi il se lève? Ok. Et ça passait comment chez les professeurs quand tu faisais ça? Au début, ils ne comprenaient pas. Après la langue, ils ont compris que voilà, c'est une forme de politesse que j'avais en moi. Ils ont compris que je venais de l'Afrique, que voilà,
c'était comme ça qu'on fonctionnait là-bas. Donc, j'étais très poli avec tout le monde, très gentil avec tout le monde. Donc, en tout cas, c'était bien. Mes professeurs en primaire, ils étaient contents. Vraiment, il y avait des bons retours. Chez ma mère et tout ça, en tout cas, votre fils et tout ça. En tout cas, moi, j'étais vraiment concentré. Ouais, consciencieux. Consciencieux dans ce que je faisais. Même dans mes études secondaires aussi, c'était pareil. J'étais vraiment consciencieux. Et même en primaire, secondaire, pardon, j'étais même dans une école de foot-études. Ah, ok. Tu avais fait études, comment on appelle ça? Ouais, Sport-études. Ouais, sport-études. Sport-études, ok. C'était une école de foot, il y avait l'école aussi en même temps. D'accord. C'était près de la grande place, il y avait une école là, j'ai oublié comment ça s'appelle. Ok. Pourquoi on m'a mis là-bas? Ouais. Parce qu'en Afrique, j'ai joué déjà au foot. Ah, ok. J'ai joué très bien au foot. Et chez nous, dans la parcelle de ma grand-mère, il y avait plusieurs maisons. Et on avait un des locataires qui était entraîneur de foot. Il a même entraîné les Léopards. Ah, ok. Entraîneur Loussa Dissou. Ah oui, d'accord. Tu Et vois? lui, il habitait... Il habitait chez nous. Ok. Avec ses enfants. Donc, ses enfants ont grandi avec nous et tout ça. Ils sont nés même devant nous. Parce qu'ils sont plus jeunes que moi. Donc, lui, il avait vu ça. Il t'avait initié déjà un peu. Ouais, j'ai joué un peu là-bas. Bon, comme j'étais encore jeune, j'étais pas encore... Hein. Mais quand je suis arrivé ici, il a appelé mon papa pour lui dire, ton enfant là, il faut le mettre dans un club. Parce qu'il y a quelque chose là-dedans à faire. Mais bon, à cette époque-là, mon papa ne croyait pas que le sport, c'était intéressant, un métier sérieux. Il n'a pas pris ça au sérieux. Mais ma maman, à l'école ici, ils m'ont vu. Les éducateurs ont dit à la maman, mais votre fils là, il y a quelque chose. Donc, c'est la maman qui a fait les démarches de trouver une école de foot. Ok. Et ma première secondaire, j'ai fait du foot-études. Ok. On a dans l'école, le matin, étudier et tout. Après, il y avait un car qui venait nous prendre pour aller à l'entraînement. Ok. Et c'était un peu internat ou bien vous rentrez à la maison? Non, t'habitais à la maison. Ok. C'était vraiment pas à l'internat. Ok. C'était à la maison. Tu venais le matin, je venais à l'école, tout. On étudiait. Puis, quand l'école était finie, on prenait le bus. Les cars étaient là, ils nous prenaient, tout. On partait à l'entraînement. Après l'entraînement, chacun rentrait chez lui à la maison. Mais par la suite, j'ai failli m'y retrouver à l'internat. Ouais. Parce que l'école avait quitté Bruxelles, devait aller à Binche. Ok. Et là-bas, si je partais là-bas, c'était à l'internat. À l'internat. Et c'est là que le papa calait encore. Parce qu'il ne croyait pas au football. C'était quelque chose pour lui, le footballeur, c'était pas un métier à l'époque. Donc, c'est là qui a fait que voilà, j'ai pas pu aller là-bas, mais j'étais inscrit dans des clubs ici, quelques clubs ici à Bruxelles. J'ai joué au White Star. J'ai joué aussi à Woluwe, non? Oui. Ah, ok. J'ai joué là-bas, je crois que 2 ans. Et puis, je joue aussi à Gansoren, vite fait. Donc, j'ai fait quelques clubs vite fait. Ok. Et puis, à la longue... Qu'est-ce qui a fait que tu as... Que j'ai arrêté? Ouais, ça n'a pas forcément... Parce que, si on constate ça maintenant en Belgique, hein, le niveau des football belges vient de grimper il n'y a pas très longtemps. Ouais, c'est vrai. Avec les Origi et tout ça. Ils ont pris conscience que... Il faut pousser en fait. Les Africains. Ouais. Ils ont pris conscience de faire comme les Français. Prendre les Noirs, les mettre là. Parce que moi, ce qui avait fait que j'ai dû arrêter, parce qu'il y avait je dirais un peu du racisme. C'est racisme. Tu es bon, mais on ne t'aimait pas. On va mettre un petit blanc. Qui est même pas terrible. Parce qu'il y a peut-être son papa qui est délégué dans les clubs. Donc, c'est ça en fait. Voilà, c'était ça qui m'avait dégoûté. Je me suis dit, ça sert à rien que je montais dans ce truc-là. Parce que quand tu joues, parfois on me surnommait Thuram. Parce que moi, j'avais la capacité de jouer sur plusieurs postes. En attaque, j'étais là. Je pouvais jouer l'attaque 9, je pouvais jouer. Milieu, je pouvais jouer. Je pouvais même parfois jouer en défense. Quand il n'y avait pas de défenseur, mon coach me mettait. Donc, j'étais back droit. Et parfois, je faisais tu jouais en défense, mais tu montais pour faire des centres et tout ce genre de choses, quoi, tu vois. Et toi, tu te donnes, mais on gratifie quelqu'un d'autre qui n'a même pas les compétences. À longue, il y avait ça, il y a aussi le fait que les parents n'étaient pas derrière moi. Parce que
Les sports, c'est un sport... déjà, si dans les clubs, tu es discriminé et que parfois tu pars aux entraînements, tu es tout seul. Les matchs, tu es tout seul. Les autres, ils viennent avec leurs parents qui les motivent. Donc, Ouais. Un manque mentalement, d'encadrement, voilà. mentalement, ça fatigue, quoi. Voilà, ça te C'est fatigue. difficile. Ouais. C'est pas évident. De le faire seul, quoi. Tu te Voilà, sens. c'est un parcours, tu dois être accompagné pour Ouais, moi. ouais. Pour moi, hein, moi, je Ouais, vois ça en tant que footballeur, tu dois être accompagné. Parce que si tu n'es pas accompagné, les parents, tu dois vraiment être accompagné. Sinon, tu vas pas tenir. Alors, tu vas dire, oh, laisse tomber. Tu vois. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'étais pas accompagné. Alors, je me suis dit, bon, c'est pas grave, j'ai lâché. Autre chose. Ok, ok. Et alors, maintenant, tu enterres un peu l'âge du foot et tu surfes sur quoi d'autre? Quel est ton nouveau centre d'intérêt? Et c'est vers quel âge que tu fais la transition? Bon, après les foot, quand j'ai arrêté les foot, j'ai vraiment plus rien fait. C'était plus les études. Hein. Ah ouais, Je ok. me concentrais Tu t'es sur mes focalisé études. sur les études. Vivre. Ok. en tant T'aimais que quoi jeune. comme étude? Enfin, qu'est-ce qui t'intéressait comme matière? Sur Moi, quoi j'ai tu... fait des études scientifiques Ok. à l'Athénée royal de Woluwe-Saint-Lambert, Ok. ici là à Roudbeck. Ok, ok, ok. C'est là que j'ai eu mon CSS. Voilà, j'ai fait mes études. Donc, j'ai profité de la vie avec les amis. On sortait, on vivait la vie des jeunes, quoi. Ouais, Les soirées et tout ça. Donc, Ok, ok. c'était vraiment ça. J'avais plus un projet sur lequel Tu mettais ton je me mettais énergie. pour mettre mon énergie. Non, je vivais simplement. Tout simple, ouais. J'étais dans mes études simplement. Et tout Ok, ça, ok. tu vois. Ok. Et puis, quand j'ai fini mes études, j'ai fait 1 an de kiné. Je n'aimais pas ergothérapie. Je n'aime pas non plus. J'ai arrêté. Puis, j'ai été travailler. Ok. Et c'était quoi ton premier job? Moi, mon premier job ou travail. Parce qu'il y a On va dire travail. Mon premier travail, au moment où je suis resté longtemps, 11 ans, c'était chez Colruyt. Ok. J'ai travaillé chez Colruyt 11, on va plus de 11 ans parce qu'avant de commencer à travailler là-bas, j'étais job étudiant. J'ai fait job étudiant chez eux. Et puis par la suite, j'ai postulé pour devenir fixe là-bas. Et tu commences à travailler chez Colruyt en tant que fixe vers quel âge comme ça? Tu te rappelles? Une vingtaine. Hein. 20 je ans. dirais 22, 23, je pense, si je me trompe. Ok. Et comment ça se passait? Donc tu rentres maintenant dans un... En fait, c'est un peu le nouveau chapitre de ta vie, quoi. Tu rentres au Colruyt. Dans le monde Et du maintenant, travail. voilà. Et comment... Allez, quelles sont tes impressions d'entrée et comment ça se passe tout au long de l'évolution là-bas? Quand je suis rentré, tu découvres le monde des bon, ce monde du travail, je connaissais déjà parce que tous les vacances d'étudiants, je travaille là-dedans. Donc, je connaissais un peu. Maintenant, devenir fixe, c'était une autre chose parce que c'était toute l'année. Donc, c'était un autre rythme. Mais bon, fallait s'adapter. C'est un monde où tu rencontres de nouvelles personnes. Ça peut être des mauvaises comme des bonnes personnes. Donc, tu devais te faire ta place là-dedans, avoir du caractère, parce qu'il y a il y avait aussi parfois certaines discriminations aussi. Dans le monde du travail, tu as parfois ça aussi, tu vois. Tu as la discrimination qui peut arriver et tout. Donc, et après un long moment là-dedans, j'ai trouvé que j'avais fait mon tour. Ok. Tu vois. Tu commençais maintenant à chercher. Oui, et c'est là que dans ma tête, ça commençait à cogiter. J'avais fait mon tour déjà, et aussi le fait que quand tu demandais certaines évolutions dans le truc, tu avais beaucoup de barrières. Tu devais soit avoir certains comportements pas bons pour pouvoir avoir des choses. Quand je dis pas bon, tu dois soit parfois balancer tes potes pour des trucs. Ah ouais. Voilà, et moi, ce sont des choses qui... Tu te retrouvais ça ne me parlait pas. C'est pas ma nature. Pour grandir, je dois écraser des gens. J'ai deux bras, des jambes, j'ai un cerveau. Je n'ai pas besoin d'écraser quelqu'un pour pouvoir avancer dans ma vie et tout ça. Donc, je peux le faire d'une façon correcte moi-même. Donc, c'est comme ça. C'est là que ça commence à tourner dans ma tête. Et j'ai demandé à reprendre les études. Ok. Je voulais faire du marketing. Après 10 ans. Ouais, plus ou moins. Plus ou moins 8 ans. Parce que j'ai fait 3 ans encore pendant que j'ai travaillé. Ok. J'ai demandé à reprendre des études en soirée. Marketing. C'est là que j'ai fait du marketing à l'EFEC. J'ai demandé... j'ai dû même un peu faire du forcing pour qu'on accepte. Parce que...
Ouais, parce que si tu fais ça, on doit adapter les horaires pour toi, C'est ça. seul. Et c'est parfois, les arrangeait parfois ça pas. embête les responsables de commencer à adapter les horaires pour toi. Ouais. J'ai dû faire un peu du forcing, Mm. voire même monter, aller exiger en haut chez Mm. les responsables pour qu'on puisse m'accorder. Mm. Et puis, voilà, on m'a accordé ça. Donc, je faisais les matins, tu travailles, 6, 14, 18, 22 heures, tu étais à l'école. Le début, c'était hard. Parce que déjà, c'est un travail physique. Ouais. C'est la préparation des commandes qu'on faisait. Tout ce qu'on voit, les frigos qu'on voit dans les magasins Colorado, c'est là-bas qu'on préparait ça. Ouais. Et c'est dans les froids en plus, c'est même pas dans les chauds. Donc, c'est un boulot très physique. Et les soirs, tu dois aller encore là-bas. Bosser, étudier. Te concentrer. Donc, au début, c'était hard. Je devais maintenant trouver encore un équilibre, en fait. Parce que j'arrivais pas. Tu arrives en classe, tu passais ton temps à dormir tellement que tu étais KO. Ouais. Parce que tu t'es réveillé à 4 heures, tu préparais prendre ton train et 5 heures pour commencer à 6 heures. Tu faisais des journées de 4 à 22. Voilà. Ouais, 4-22. Et puis tu rentres, si tu te reposes pas, tu vas enchaîner. Tu arrives là, tu es en train de dormir. Pendant une semaine, j'ai dormi en classe, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Non, je peux pas continuer comme ça, sinon je peux pas tenir. C'est ça. Vois? Ouais. Et comment tu as fait Je dis, mais dire, ok, réorganise-toi. C'est un nouveau truc que tu as voulu mettre dans ta vie, mon ami. Trouve-lui une place. Réorganise tout ton système, ta façon de faire. Ah ben, c'est que je me suis dit, ok, quand je rentre du boulot, je partais directement faire une sieste. Ok. Tu sais ce que je faisais. Je finis à 14, j'arrivais à 15 heures plus ou moins à la maison. Bah, c'est direct dodo. Je fais rien d'autre. Je vais dodo, je mets mon réveil, 17 heures. Je me réveille, je prépare et puis je pars à l'école. Là, ça m'a permis de toujours, maintenant, d'avoir de l'énergie. Okay, parce que sinon, c'était pas possible. Et c'est comme ça, maintenant que tu as tenu et tu as pu terminer ton cycle voilà. là-bas. Puis, ouais, j'ai terminé. Et puis, eux, ils s'attendaient que quand je finis, je vais travailler chez eux. Ouais, voilà. Parce qu'ils ont aussi ces services marketing chez eux. Tout ça. Ils se disent, OK, on a notre élément ici qui fait ça. Donc, quand il finit, on peut juste le transférer dans ces domaines-là. Ok. Et toi, c'était pas C'était pas ça mes projets. Okay. Et comment ça se passe maintenant? Donc, t'as fini et eux, ils savent que tu vas continuer dans le service marketing et toi, tu sais que c'est pas le cas. Non, ouais. Comment ça se passe? Moi, entre-temps, quand j'étais vraiment, quand je me suis dit, OK, je finis, entre-temps, j'avais déjà dans ma tête que je voulais lancer une entreprise. Ah ouais, ok. En tout cas, c'était déjà, les projets étaient là dans l'alimentation. Ok. Parce que vu que je travaille déjà dans l'alimentation, en tout cas, dans les commerces. Ouais, voilà. Et dans l'alimentation, j'avais déjà fait mon étude de marché. Et pourquoi d'ailleurs le commerce? Les commerces, moi je pense que c'est quelque chose qui m'est venu comme ça. Mais en réfléchissant, ça m'est pas venu comme ça. D'accord. Pourquoi je dis ça? Quand je fais marche arrière, dans mon enfance, ma grand-mère était commerçante. Ok. Ouais, ma mamie Palou, repose en paix là où tu es. Je t'aime beaucoup. Elle était commerçante. Elle avait plusieurs magasins à Kinshasa. Et parfois, elle m'amenait avec elle là-bas. Elle, mon oncle, parfois aussi, on partait. Ok. Donc, j'étais un peu les chaussures de la famille, on m'amenait un peu partout. Donc, j'étais un peu baigné dans ce monde-là, d'environnement de commerce. Et je voyais les soirs quand elle venait, quand elle faisait ses comptes et tout ça. Donc, j'étais là dans l'environnement parce que j'étais tout le temps là. Je voyais. Ça même m'en rendre compte, mais je pense que cet environnement-là déjà est en train d'éteindre sur moi. Et je me rappelle encore une petite anecdote. En Afrique, parce qu'au Congo, j'avais un jumeau. Bon, un jumeau en quelque sorte, je vais dire ça. Parce que j'ai mon oncle, les derniers nés chez ma maman, avec qui j'étais là-bas au Congo. On a 1 an de différence. On avait presque la même taille. Donc les gens croyaient qu'on était des jumeaux. Parce qu'on était tout le temps ensemble. On s'habillait presque la même chose.
Parce que la maman, quand elle envoyait les vêtements, elle envoyait pour moi et son frère. Donc, c'était souvent la même chose. Moi, c'est juste les couleurs qui différencient, mais tu avais les mêmes modèles, les mêmes choses. Donc, quand on s'habillait, donc, beaucoup de gens qui nous connaissaient pas avant, ils savaient qu'on était des jumeaux. Parfois, quand on te voit dans la rue, oh, mais, il passe à nous à Zawad. Ouais, ton jumeau est où, quoi? Ouais, parce qu'on était tout le temps ensemble. Donc, et puis, un jour, elle nous avait donné de l'argent. Elle a donné à mon oncle et à moi. Mon oncle, il a pris son argent, il a été acheter un jouet pour jouer. Moi, j'ai pas fait ça. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette inspiration. Je suis allé acheter au marché. J'ai acheté la poudre. Comment je peux expliquer? La poudre qu'on mélange. Ouais, pour faire dans des l'eau. sirops. Voilà, pour faire les sirops et tout. C'est des paquets comme ça. Ouais. Moi, j'ai acheté ça. Okay. J'ai acheté aussi des sacs. Des petits sacs transparents blancs. Je suis rentré à la maison, j'ai pris une bassine, j'ai mis l'eau dedans, j'ai mis la poudre, j'ai créé ces sirops-là. Avec il y avait j'avais pris 3 goûts différents. Et puis j'ai pris une chose pour mesurer, j'ai mis dans des sacs, j'ai fermé, j'ai mis dans le congélateur. Ouais, t'as créé de la glace. Voilà, j'ai créé de la glace. Et puis je suis parti, Alex, j'ai pris une craie, je suis parti sur la porte, j'ai écrit glace sans froid. Ok. Puis pas, je suis rentré, et puis pas, il y a les gens qui rentraient, qui venaient acheter. C'est comme ça qu'en quelque chose, j'ai commencé à faire les business. Mon premier business, comme ça. Ok. Et là, t'avais quel âge, plus ou moins? Je pense que je dois avoir 8 ou 9 ans, parce que je suis arrivé ici à 12 ans, quelques temps après. Ok. Ouais, 8 ou 9 ans, j'avais déjà créé ce petit business-là. Et ça tournait bien. Et ça avançait bien. Puis à chaque fois, quand c'était fini, je partais, je rachetais encore, je faisais. J'imagine qu'à la maison, ils devaient être fiers de toi. Ouais, il y a la mamie qui me regarde. Ouais, voilà. Elle était choquée, elle dit, oh, ouais, ok, mais regarde, elle m'observe, c'est moi, quand tu vois. Donc, ça, c'était mon petit business que j'ai commencé. 1 ou 2 ans après. T'es parti. Tous mes histoires. Et c'est comme ça, en fait, que quand maintenant tu as eu l'idée de faire des études de marketing, t'étais dans l'idée de recréer, en fait, un business, quoi. Oui, je pense bien. Oui, je pense que c'était vraiment dans cet esprit-là aussi. Et il y a aussi, il y a ça, il y a aussi ce côté ras-le-bol aussi. Ok. J'avais un côté ras-le-bol de voir... d'être dans le système? Même pas... Être dans les systèmes, déjà, le fait qu'on te bloque, tu peux pas évoluer. Il y a ça, il y a aussi le fait que quand je voyais... Je suis un consommateur des aliments africains. Et en Belgique, en Europe, je dirais même, la plupart de nos produits qu'on mange, c'est pas nous qui détenons la majorité de ces magasins-là. Ce sont les étrangers qui ne mangent même pas ces produits, qui ne respectent même pas la qualité de ces produits-là, qui ne les connaissent même pas. Mais ils nous les vendent, on va acheter aussi. Et ce qui est aberrant parfois, que je voyais, tu peux pas avoir un Pakistanais là, un Noir là. Les Noirs vont aller chez les Pakistanais, ils vont pas aller chez les Noirs. Tu vas aller chez l'étranger qui connaît rien à ton truc, acheter ça, alors que ton frère fait ça, tu vas pas chez lui. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours... Jusqu'à aujourd'hui, ça existe toujours, mais ça m'a toujours un peu... je me dis, révolté. Voilà. Ça m'a révolté. Et le fait que c'était souvent la qualité qui n'était pas respectée, leur système. Tellement que je faisais des études de marketing, quand je faisais mon étude de marché, donc je partais dans ce magasin-là. J'ai observé comment il fonctionnait. J'ai regardé, je partais chez lui, j'ai regardé dans tous ces paquets-là, je voyais vraiment que on respecte pas déjà tout ce qui est produit, tout ça. Et là, les clients n'ont parfois pas non plus respecté. J'étais client parfois. Moi-même, je suis client aussi. Voilà. J'ai consommé ça. Donc, la manière dont parfois ils nous parlaient, ils nous répondaient. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui m'a encore fait. Ok. Je vais faire quelque chose. Je vais prendre dans ces domaines-là. On va essayer de changer un peu les choses et reprendre aussi en même temps notre truc à nous. Voilà. Parce que c'est à nous, c'est business, c'est pas à eux. Parce que la plupart des produits, ce sont nos produits qu'on consomme. C'est qui rentrent dans nous. C'est un étranger qui me donne ça. Ce sont des choses qui m'ont toujours... C'est là, en fait, que tu as eu, il faut faire quelque chose. Voilà, je dois faire quelque chose. Et c'est comme ça que tu crées ton entreprise. Donc, tu termines tes études. Dis-nous d'abord, avant de parler de ton entreprise, au Colroy, comment tu les as gérés? Eux, là-bas, ils se disaient, bon, tu vas continuer. Voilà. Mais maintenant, toi, maintenant, t'as ton projet qui est là. Voilà. Comment tu les gères? Comment ça s'est passé? J'étais en vacances. C'était les vacances annuelles. J'ai cherché mon local.
on a trouvé notre local. Quand on a trouvé le local, on devait partir même en Suisse en vacances. 2 jours avant, on a trouvé le local. On a été visiter. On a visité 2 locales. Un à Anderlecht, on n'a pas aimé. On est parti à Molenbeek. Direct, on a dit non, c'est ça. Direct, on a vu la personne. Parce que c'était une personne qui remettait ça. Les locales. C'était avant un bed first. Et dès qu'on a vu, on lui a dit, on lui a dit, appelle directement le propriétaire. C'était le soir là même. On a dit, appelle le propriétaire. On va prendre ce local. Parce que c'était bien situé. Les passages des métros, des trams, bus là, les voitures pouvaient passer dans les métros pas loin. Donc c'était vraiment, en termes de positionnement, très bien fait. On s'est dit non, ça, on peut pas rater. Direct, il a appelé le propriétaire est arrivé. On a fait les papiers tout de suite là. On a donné combien de garanties? On a bloqué tout. Ok. Parce qu'on sait qu'on part. Donc, voilà. On a bloqué tout. On s'est dit, ok, le magasin est bloqué, pas. On est parti en vacances. 2 jours après, on est parti, on a fait le tour. C'était une sorte de city trip qu'on a fait. Parti Suisse, Italie, France. Donc, on a vraiment fait en famille, comme ça, en voiture. C'est au retour. Je devais reprendre le boulot. Voilà. Ah oui, oui. C'était les vacances sont venues, je devais retourner au Colorado. Le jour de mon retour, je pars voir mon chef, appelle les briefings parce qu'on a tout le temps des briefings le matin où ils expliquent combien de produits il faut faire de la journée et tout. Quand c'est fini, j'ai été voir mon chef. Je lui ai dit, moi, j'arrête, je peux plus continuer ici. Elle était choquée. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? En plus, ma chef que j'avais en ce moment-là, elle était même en formation pour devenir chef de département, donc de tous les dépôts. Elle comprenait pas, elle dit, oh, mais qu'est-ce que je fais? Je fais quelque chose de mal et tout. Je fais, non, rien à voir avec toi. Je vais commencer une nouvelle activité qui ne pourra plus être compatible avec ici. Donc, il faut que je parte. Ah, mais nous, on pensait que tu allais travailler ici après, une fois que tu as ton diplôme fini, bien, on allait juste te transférer dans le truc marketing. J'ai fait non, ça, c'était pas dans mes projets. Elle me dit, ok, ça va. Quand est-ce que tu veux partir? Comment elle a été, wow. Parce que d'autres personnes, ils avaient commencé à te déranger un peu. Elle m'a dit, quand est-ce que tu veux partir? J'ai fait, bon, je travaille encore 10 semaines et puis, c'est bon. Elle me dit, ok, ça va. Je vais faire tous les démarches, je vais contacter les services, tout ce qui est administratif et tout ça, pour te dire ce que tu dois faire. Ok, ça va. Je suis descendu, elle est partie, elle a fait tout, elle est venue me trouver en bas. Elle me dit, ok, tu dois faire une lettre. Ça vraiment, elle m'a bien accompagné. Franchement, il n'y a rien à dire. Elle m'a bien accompagné, vraiment, m'a expliqué ce que je dois faire pour écrire ma lettre de démission et tout ce genre de choses. J'ai fait ma lettre de démission et tout. Et puis, le dernier jour, j'ai rassemblé mes affaires. Je suis parti. Et là, du coup, tu pars, mais tu n'as pas encore de produits dans ton magasin. Donc, c'est vraiment... pas encore. Tu as J'avais que le local. T'es passé à l'action. Tu as bloqué le local. Voilà. Et là-bas, tu as dit au revoir. Voilà. Et donc, là, maintenant... Vraiment, c'était la politique de... Tu vois, dans les films 3. Ouais. Quand ils descendent de la plage, ils brûlent tous les bateaux. Voilà. Il n'y a plus de retour. Moyen de retourner, voilà, clairement. Et c'est un peu ça la vraie démarche à faire en vrai. Ouais. Mais bon. Pas se poser 30 000 questions. Pas 30 000 questions, mais bon, pour moi, je dirais, c'est pas facile de faire cette démarche. Ça. C'est costaud, hein. Ouais. Te dire, voilà, je pars. Direct. Je réfléchis pas. Ouais. Je fais pas comme beaucoup font. Ils font les deux entre-temps. Le temps que là, ça marche bien pour pouvoir quitter l'autre. Moi, j'ai d'abord quitté, avant même de lancer l'autre. Ouais, voilà. J'ai quitté tout. J'ai arrêté tout. Bam. Allez. Et là, tu es parti de zéro maintenant. Je suis parti de zéro. J'avais les locales, mais je n'avais pas encore créé mon statut. Voilà. L'entreprise n'était pas encore créée. Mais les projets étaient déjà là. Ouais, étaient là. Donc, je devais faire tout ce qui est administratif. Donc, ça m'a pris 2 mois. Ok. Et du coup, le local, pendant les 2 mois? Mais j'avais déjà payé. Ouais, donc il attendait. C'est mon local à moi qui il attendait quoi. Parce que moi, j'avais déjà payé ma garantie, mon premier mois de loyer, le deuxième mois aussi, j'ai donné. Donc, j'avais déjà tout. Le local était là, ouais. Tu vois, et donc, le temps de faire tout ce qui est administratif, créer ton statut, faire ça, faire ta démarche. Donc, tout ce qu'il y a comme démarche administrative, tu dois faire.
Ça m'a pris 2 mois. Mm. Puis c'est 2 mois après que j'ai ouvert le magasin. Ok. Et J'ai tu te rempli. rappelles de ce que tu es allé acheter en premier comme produit pour alimenter le magasin? Tout ce, comme alimentaire ou bien mobilier ou quoi que Peu ce soit. importe, enfin, les premiers investissements que tu as fait. Les premiers, en fait, la chance que j'ai eue quand j'ai acheté mon magasin, j'avais les mobiliers aussi dedans. Donc, j'avais les mobiliers pour de la caisse. Ouais, ah, ok. J'avais tout ce qui est étagère. Les étagères, ok. Tu vois, vraiment, j'ai acheté ça avec beaucoup de choses. Les frigos, tout ça. Donc, quand j'ai acheté, les gars, ils m'ont fait un prêt avec tous les matériels qu'il y avait déjà. Donc, vraiment, c'est ça, vraiment ça que j'avais déjà. Donc, comme j'avais déjà tous les matos, c'était déjà à moitié là. Il manquait seulement que je ramène des produits à mettre dans les étagères et puis... Donc, t'es parti juste investir directement les produits, t'as aménagé et voilà. puis c'est parti. Produits qui sont enregistrés et tout. Et puis, c'est parti. Quelques étagères en plus pour moi, bien. Et puis, c'est parti. Mais ça m'a pris 2 nuits blanches avant d'ouvrir. Ok. Parce qu'il faut faire tout. Ouais. Tu achètes les produits, ils sont là, mais il faut tout encoder. Tout, ouais. Tout agencer, faire les merchandising, comme on appelle ça en marketing. Comment placer chaque produit selon le lieu. Parce que dans un magasin, on ne place pas les produits comme on veut. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il y a certains produits, c'est des produits chauds, il y a d'autres qui sont froids. Quand je dis des produits chauds, c'est des produits chauds, c'est des produits qui se vendent vite, qui sont très connus. Ok. Et il y a aussi des endroits chauds et des endroits froids. Ok. Donc, tu peux pas mettre un produit chaud dans un endroit chaud. Tu dois faire l'inverse. Ok. Sinon, on va pas voir ce qui est froid. Ouais. Il faut rééquilibrer. Il faut rééquilibrer. Donc, tu es obligé tu dois mettre les produits chauds dans les endroits froids et les froids dans les endroits chauds. Ok. Pour que ça puisse être équilibré. Parce que, je donne un exemple. Tous tes produits chauds, tu les mets au devant des magasins. Quand les gens rentrent, ils les voient. Ils prennent, ils partent. Mais ils n'ont pas le temps de visiter tout ton magasin. Voilà. Tu es obligé de mettre les chauds au fond, dans les froids. Et les froids, tu les mets devant. Parce que les gens, quand ils entrent, ils veulent les chauds, ils vont voir les froids. Donc, les froids, là, tu les rends aussi chauds parce que tu les as mis dans un truc. Donc, ça permet que les gens traversent les magasins pour aller chercher son produit chaud là-bas. Donc, ils voient ton magasin, ils visitent en même temps ton magasin. Parce que c'est ça l'objectif. On doit visiter tout ton magasin, découvrir ce qu'il y a dans ton magasin et tout ça. Donc, tu dois jouer sur ça. Et tu te rappelles de le premier client qui est venu acheter? Mon premier client, c'était mon ami. Ah, ok. Patrick. Ok. Au Coca. Ok. C'est lui le premier client qui est venu. Parce qu'il savait, que l'heure de l'ouverture, j'avais envoyé des invitations. Ah oui, voilà. À des amis, à la famille et tout. Ouais, ils sont passés. Et c'est le premier qui est venu. Et c'est lui qui a fait les gestes. Ah ouais. Le premier geste. Jusqu'au jour, cet acte-là, je peux pas l'oublier. Il a posé l'acte de venir. Apporter son énergie dans ton business. Dans mon business. Ton nouveau business. Donc, oui, c'était lui, mon premier client. Après, il y a eu mon papa qui est venu. Après, les autres familles qui sont venues par la suite. Mais c'était moi. Le premier, c'était Patrick. Et qu'est-ce que ça t'a fait quand t'as vu le premier geste, tu t'es dit, hey. Oui, ça m'a fait chaud au cœur, hein, de voir que voilà. En plus, c'est une personne que j'ai rencontrée au Colorette. C'était mon collègue de Colorette. Ok. Et on est devenu la famille, amis et tout ça. Donc, on s'est fréquenté même à l'extérieur. Donc, il a fait ces gestes-là, ça m'a fait vraiment, Oui. Merci. Il a ouvert les balles. Voilà. Donc, c'était lui qui était venu. Et alors, peut-être parler un peu plus maintenant de ton quotidien d'entrepreneur. Tu vois, dire un peu finalement quels sont les avantages d'être entrepreneur et de gérer son entreprise et quels pourraient être les inconvénients. Comme ça, une personne qui veut un peu être dans ton chemin puisse aussi se rendre compte qu'il y a une certaine réalité. Il faut savoir se comporter pour que ça tienne, sinon tu vois. Donc, pour toi, selon toi, quels sont les avantages et aussi après les inconvénients de mener son business? Ok. Pour moi, les avantages, en fait, c'est la liberté de gestion. Quand je dis la gestion, tu gères ton temps, tu gères ton affaire. Pour moi, c'est la liberté. C'est vraiment cette gestion des temps de mon affaire parce que je pas
quelqu'un derrière pour moi qui me dit tu dois arriver à telle heure. Hein. J'ai personne, je sais pas ça. C'est moi-même qui suis derrière moi. Donc cette responsabilité pour moi c'est une certaine liberté. Je suis responsable de moi-même, de mon échec, de mon évolution. Je suis responsable de moi. Pour moi c'est cette liberté. Tu as ça, de gestion du temps, et tu as aussi cette liberté en fait. Tu vois les mondes. Tu n'es pas enfermé dans un endroit. Tu vois où on te dit non. Moi j'ai la chance dans mon domaine de rencontrer beaucoup de gens. Et ça m'a permis de connaître l'humain dans plusieurs facettes. Il y a ce côté positif de ces trucs-là, de voir l'humain, mais tu vois aussi le mauvais côté aussi de l'humain. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose de bien. Moi, c'est enrichissant. Cet avantage, à part ça, les entreprises, en tant qu'entrepreneur, la loi, l'État, te donne plein de privilèges qu'une personne lambda n'a pas. Parce que on est un peu en quelque sorte les agents de l'État. Quand je dis qu'on est des agents de l'État, on n'est pas des espions de l'État. On est des agents de l'État dans le sens où la TVA. Vous êtes acteur de... Voilà, on est acteur de l'économie et on a la mission de récolter la TVA pour l'État. Parce que c'est les derniers consommateurs qui payent la TVA. Donc nous, on récolte la TVA. Dans tout ce que tu achètes, il y a la TVA dedans. Donc nous, on collecte pour l'État, puis par la suite, on va donner à l'État. Mais avant de donner à l'État, on enlève d'abord la TVA que nous-mêmes avons déjà donnée aussi. Parce que quand on achète aussi avec la TVA. Donc, on fait cette balance, ce qu'on a reçu, ce qu'on a sorti comme TVA. On enlève les nôtres. Ce qui reste, on donne à l'État. Si on en a même donné trop, nous, c'est l'État qui nous donne. Donc, on est des collecteurs de TVA pour l'État, en quelque sorte. Parce que l'État n'a pas le temps de commencer à courir derrière chaque individu qui achète quelque chose. Tu vois. Donc, il y a ça, cette liberté. Donc, à part ça, l'État te donne plein de privilèges. Tu peux déduire plein de choses en tant qu'entrepreneur. Selon ton domaine, il y a plein de choses que tu peux avoir accès. Pour l'entreprise, mais toi, tu peux aussi jouir de ça. C'est vraiment ça aussi, la vie d'entrepreneuriat. Mais le côté derrière, ça demande aussi beaucoup de temps, d'énergie. Tu dois un peu bosser 2 fois plus parce que Bien tu sûr. dois gérer Bien sûr. ta manière de bosser. Tu es responsable de tout. Voilà. Dans ton travail, il y a des choses, c'est ton patron qui gère. Ouais, voilà. Mais là, c'est toi qui gères tout à 100%. Ouais, voilà. Tes impôts. Donc, tout ce qu'il y a derrière. L'administratif. Tout ce qui est administratif, c'est lourd, c'est toi qui dois gérer ça. Tu dois être un bon gestionnaire. Voilà. Tu dois apprendre à être bien bon gestionnaire, connaître, aller chercher des informations, avoir un bon comptable qui te donne plein d'informations. Et si tu as des partenaires, avoir des partenaires. Parce que moi, je travaille avec ma femme. On a ouvert ça ensemble. Pelissa. C'est le nom de Pedro Elisabeth. Mais ça veut dire aussi allume en lingala. Tu vois? Beaucoup de gens, quand ils voient Pelissa, les Congolais disent, c'est Pelissa. Mais il y a une signification derrière. Il y a 2 significations. Voilà. C'est pas que Pelissa allume, mais c'est aussi une combinaison de 2 énergies, des esprits, quoi, tu vois, 2 personnes qui se sont mis ensemble pour créer. Tu vois, mais c'est moi qui suis là devant, c'est moi qui traite là, qui travaille là-dedans tous les jours. Elle est vraiment dans tout ce qui est administratif. Donc, en quelque sorte, ça m'équilibre, ça me soulage. Ça te permet de gérer le terrain et elle gère. Voilà, tout ce qui est documents. Parce que moi, côté documents. C'est fatigant. Non, c'est lourd. Et donc, côté là, vraiment, elle me soutient bien, elle m'équilibre très bien par rapport à ça. Et alors, je voulais savoir, tu vois, quand par exemple tu as un business comme le tien, quels sont les éléments à connaître pour faire tourner, pour que ça tourne, tu vois, parce que ça tourne pas par hasard, tu vois. Selon toi, si tu as quelques éléments à donner, quels sont les éléments qu'il faut avoir en conscience pour qu'un business comme ça tourne bien? Pour moi, déjà, pour qu'un business commence à tourner, tu dois être connu déjà. Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, on ne sait pas que ça existe. On ne pourra pas venir. Déjà, première chose, l'emplacement, c'est bien, mais c'est pas la priorité. Ça dépend maintenant comment tu communiques pour attirer les gens vers ton endroit. L'accessibilité surtout, c'est très, très important.
les gens doivent avoir facile à Facile à arriver chez toi. C'est vraiment pour moi quelque chose d'important. Parce que si tu as un endroit où on ne sait pas arriver, même si j'ai envie, je réfléchirai 5 fois. Alors que si j'ai facile à arriver, je réfléchis plus. Je viens directement. L'accessibilité, vraiment, c'est très important. Il faut voir où je me place, comment les gens peuvent arriver. Et dans différents moyens de déplacement. À pied, en voiture, en transport. Ça, c'est vraiment, si tu sais avoir les 3, c'est top. Si tu sais avoir les 2, c'est bien aussi. Si tu sais avoir un, oui, mais ça va demander maintenant de énormément communiquer dessus pour pouvoir être très visible pour que les gens aient quand même envie de venir malgré la difficulté d'arriver. Tu vois? Donc, il y a l'accessibilité, il y a beaucoup de communication pour te faire connaître des gens, surtout au début. Au début, on ne te connaît pas. Tu arrives de nulle part, tu t'imposes dans un endroit, ah ben, tu dois crier, oh là là, j'existe. Ah, c'est là que après, les gens arrivent, cela ne suffit pas. Ils consomment une fois, mais cela ne suffit pas. Parce que, pour moi, dans un business, la relation de business commence après la première consommation. Si je veux consommer, c'est par rapport à la satisfaction que j'aurai, qui fera que je veux revenir. Ton produit doit être aussi un produit qui fait que la personne va revenir. A envie de revenir et prendre ses produits. À part les produits, toi-même, comment tu as accueilli la personne. Il faut savoir fidéliser, en fait, son client aussi. Avant même d'arriver à la fidélisation, comment tu as accueilli parce que l'accueil. Quelqu'un arrive chez toi, si tu l'accueilles d'une façon chaleureuse, ça c'était même un défaut que je voyais chez d'autres personnes qui m'a poussé même à rentrer dans ces business-là. Parce que parfois, tu allais dans des magasins, même bonjour, on ne te donnait pas. Et pourtant, tu viens donner ton argent. On te dit même pas bonjour. Parfois, on te répond mal. Ça, c'était aussi des choses que je voulais pallier dans ce monde-là. À part la qualité des produits, le respect des produits et tout ça, ce côté-là accueille l'humain. Il n'y avait pas l'humain. On n'avait pas ça. Beaucoup de magasins africains, il n'y avait pas ça même. Tu rentres, on ne te dit même pas bonjour. Ça aussi, c'est quelque chose vraiment que je voulais pallier, changer à ça. Et tu penses que tu es arrivé maintenant? Oui. Ça va? Oui. Ouais, je pense vraiment que je suis arrivé parce que c'était un de mes points forts que je devais mettre en avant. Et j'ai mis ça aussi. Il y avait ça, la propriété. Parce que beaucoup se plaignaient, les magasins, il faut que ça sorte fort, c'est sale. Et moi, quand j'ai eu des retours, des clients qui me disent, votre magasin, c'est propre, ça sent bon. Ça sent pas comme les autres magasins. Moi, je me dis, j'ai réussi. Et ça, j'ai donné une anecdote. C'est ce problème-là des propriétaires. Au début, mon magasin, c'était tellement trop propre, les gens avaient peur de rentrer. Quand j'ai ouvert, je me suis dit, mais Donc, dans leur imaginaire, je comprends, je peux comprendre, parce qu'ils sont, dans leur imaginaire, un magasin africain, c'est toujours ça. Donc, ils avaient l'habitude de certaines normes. Des magasins africains, tout ça. Maintenant, chez moi, quand ils rentrent, ça n'a rien à voir. C'est vraiment dans des normes bien... Parce que pour moi, le facing, c'est très important. C'est-à-dire que l'arrangement, comment les produits sont mis droits, bien alignés, on voit bien les noms et tout ça. C'est hyper important. Ça fait que c'est beau déjà à voir. Quelque chose de beau, tu as envie de voir. Donc déjà, ça touche, ça t'aimait bien. Donc le magasin était propre. Donc les gens, quand ils venaient, s'arrêtaient devant la porte. Ils n'osaient pas rentrer. Je comprenais pas. Parfois, on les obligeait à rentrer. Mais on ne dirait pas un magasin africain. On s'est dit, tu vois. Et puis un jour, il y a un client qui m'a dit, mais votre magasin était tellement propre qu'on avait peur de rentrer là. Ah ouais, carrément. Ça fait plaisir. Hein? On avait peur. Et on avait peur de rentrer et on imaginait que ça allait être hyper cher. Et parfois, on ne se croyait même pas que c'était un magasin africain. Parce que je n'ai pas mis les normes comme tout le monde, tu fous les choses dehors. Donc, vraiment, j'ai voulu faire un truc différent, vraiment, qui n'a rien à voir. Oui, vraiment quelque chose où tu te dis, mais c'est un magasin, il faut qu'il n'y ait pas. Amener de nouveaux codes. Pour, valoriser. C'était une de mes missions aussi. Valoriser notre culture, notre alimentation.
Ouais. Et question comme ça, maintenant que on est vraiment occupé à parler du magasin. Donc, tu as dit que le magasin s'appelle Pélissa. Ouais. Et il se situe où exactement? Bah, Ouais, mon magasin se situe sur le boulevard du Jubilé. ok. Vous avez les trams 51 à Ribeaucourt. Ribeaucourt. Ok. Vous avez Ribeaucourt. Il y a les trams 51 qui montent vers Belgica. Ah ben, c'est sur ces chemins-là. C'est vrai, Les trams ok. passent devant mon magasin. Ok. Et puis, j'ai l'église Saint-Rémy juste devant, à ma Ok. gauche. Donc, quand les trams passent devant mon magasin, tu ne le rates pas. Il y a les voitures qui passent là. Ceux qui ne connaissent pas le boulevard Jubilé, c'est le boulevard qui mène jusqu'au stade Roi-Baudouin. Ah, ok, d'accord. C'est vraiment Je vois des le secteur Ribeaucourt, nord. tout droit jusqu'au Roi-Baudouin. Donc, vraiment, Ouais, voilà. ça arrive là, vraiment, quoi. Ok, Donc, ok. c'est sur ces Pélissa, chemins-là. Des exotique. grands beaux Pélissa exotiques. Ok. Oui. Donc, Bon. Là, on a un peu parcouru ton passé. On a un peu parlé du présent. Maintenant, dans ce troisième volet, on voit un peu maintenant l'aspiration future, tu vois. Alors, ma question toujours ici, c'est comment est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans, et surtout, quelle personne tu veux être dans 5-10 ans? Ou bien aussi pour tes projets, tout ça, comment est-ce que tu vois un peu le... ben, moi, je me vois déjà je dirais dans 5 ans, avec peut-être 2 ou 3 Pélissa, déjà. Parce que c'est pas le but de rester avec un seul truc. C'est une chaîne que je suis en train de voir dans ma tête. 2 ou 3 Pélissa, voire même un grand bazar. Un grand Pélissa, un truc un peu comme on voit les petits délais, vraiment avec des trucs africains. Parce qu'on n'a pas ça ici. En tout cas, en Belgique, j'en ai pas encore vu. De cette grandeur, un magasin comme ça. En France, je pense qu'il y en a déjà 2 ou autres comme ça, mais en Belgique, ici, j'ai pas encore vu. Si c'est pas ça, mais peut-être ça sera maintenant 2 ou 3 magasins dans lesquels je pourrais maintenant engager des personnes de ma communauté. Parce que pour moi, c'est important de donner de la force aux siens. Beaucoup de gens croient que le fait que tu pousses les tiens, vous êtes communautarisme. Ben, tout le monde est communautarisme. Tout le peuple de ce monde fonctionne comme ça. Ceux qui réussissent fonctionnent en communauté. On a les Juifs qui fonctionnent en communauté, les Chinois, les Pakistanais là qui détiennent notre marché parce qu'ils sont en communauté. Ils se soudent pour détenir ce marché parce que c'est un marché qui a beaucoup d'argent. C'est une communauté qui fonctionne là-dedans. Moi, je vois ça aussi comme ça. On doit être une communauté qui travaille ensemble. Donc, plus moi je grandis, plus moi j'ai envie de prendre les miens avec moi, les mettre là-dedans, les faire grandir. Et même, ça me fait penser même. Avec cet esprit-là que j'ai même déjà aidé d'autres personnes à créer leur propre magasin. Ok. J'ai 2 personnes qui sont venues me demander, on aimerait ouvrir un magasin, comment ça se passe? 3 même. Ok. Il y a une 4e même que j'ai vue récemment ici encore. Comment ça se passe? J'ai été chez eux. J'ai donné toutes les informations qu'il faut. Que pour moi, c'est pas utile de la garder pour moi. Oh, voilà. Des choses que j'ai appris, je partage. Parce que je voudrais qu'on soit plus nombreux dans ces domaines-là. Pour moi, c'est pas la concurrence. On unit nos forces. Même si tu viens de mettre à côté de moi, c'est même positif. Pour moi, la concurrence, c'est quelque chose de très positif parce que ça anime les marchés. Oh, voilà. Ça dynamise les marchés. Parce que les gens que toi, tu connais, moi, j'ai pas accès à eux. Si toi, tu es là, tes gens-là viendront là. Automatiquement, on va me voir aussi. Donc, c'est ceux qu'on voit à Clémence. On regarde comment ils sont alignés. Ouais, voilà. Tous ces paquets-là. Voilà. Pourquoi ils vont pas chacun dans son coin? Bah oui. C'est ça le marché, en fait. Voilà. Ils s'alignent, se mettent dans une zone. Ils animent ces zones-là. Ce qui fait que tout le monde dans ces zones-là se retrouve. Ok. Pourquoi chez nous, on a toujours peur que l'autre vienne se mettre à côté? Non. Ça dynamise les marchés. Pour moi, c'est comme ça que je vois ça. Il y en a qui me disent, ouais, il y a un concurrent, tu rentres de la concurrence. Moi, je fais c'est même bien. Et d'ailleurs, mais c'est pas de la concurrence pour moi. Parce que ma vision, moi, l'autre n'a pas ça. Il peut vouloir copier, mais il n'a pas. C'est que moi, je vois les choses. Mes petits détails là que je donne, lui, il n'a pas ça. Et c'est comme ça que... Et tu te vois seulement donc rester dans le domaine du commerce ou bien tu te vois aussi ouvrir vers autre chose? Je suis pas, non pas seulement, parce que déjà naturellement, là actuellement, je travaille pas, je suis pas que dans le commerce. Ok.
je suis un marketeur. Donc, le marketing, c'est quelque chose que tu vas mettre dans n'importe quoi. Voilà. Dans la politique, tu travailles, il y a du marketing. Dans tous les domaines du business, tu trouves du marketing. Voilà. Je travaille, je travaille avec beaucoup de gens qui sont dans d'autres domaines. Okay. Je travaille avec des coachs, avec chez qui je ramène mon expertise, marketing, stratégie. Je les aide à améliorer leur système. J'étudie leur système, je les aide. Non, ça, il faut travailler ça, il faut, et ils mettent en place, ça leur a aidé. Il y en a une avec qui je travaille l'année passée. Ça leur a permis de vraiment bien grandir, d'être invité, de gagner même certaines médailles et tout ce genre de choses. Tu vois, et j'ai travaillé aussi avec une politicienne qui pendant sa campagne et tout ça, grâce à tout ce qu'on a fait, ça lui a permis qu'ils ont gagné, elle a pu avoir un poste. Ok, très bien. Tu vois, ici en Belgique et tout. Et j'ai travaillé aussi avec des artistes. Moi, comme je suis fan, j'aime la musique. J'ai autour de moi, en fait, beaucoup d'artistes. Que ce soit des amis proches qui sont artistes. Mes frères aussi sont dans le domaine là. Mon petit frère, Maurice, il est noir à la prod. Il est beatmaker. Donc, il est producteur aussi. Donc, j'ai cet environnement autour de moi. L'autre petit frère, il est danseur. Et l'autre aussi, il crée des contenus, Christopher. Les mots de Chris, lui, la DA. Tout ce qui est des directions artistiques, vraiment, c'est son domaine. C'est son domaine et tout ça. Donc, tu vois, ils sont là-dedans. Donc, je suis entouré des artistes et d'autres artistes que j'ai l'occasion de rencontrer dans mon parcours dans la vie, avec qui je travaille. Parfois, je suis leur manager. Donc, tu vois, donc, je suis pas que commerce. Parce que mon intelligence que j'acquiers dans le commerce, je peux les transposer dans plein d'autres domaines. Et savoir que j'ai en marketing, je peux le mettre dans n'importe quel domaine. Donc, je sais voir, là, on peut travailler. En fait, cette chose-là, en fait, j'avais déjà ça en moi. C'est même pas l'école qui m'a appris à voir les choses dans la globalité. C'est quelque chose qui était déjà en moi. Quand je regarde quelque chose, je vois. Tu vois déjà. Tu vois, dans mon esprit, je vois déjà l'ensemble, la globalité. Donc, je peux voir les choses que la personne peut renforcer, les trucs qu'elle peut mettre en plus, donc tout ça. Je sais voir ça. Et maintenant, avec les savoirs que j'ai gagnés en marketing, tu sais structurer. Voilà, ça me permet de structurer. Et l'expérience que j'ai eue dans mon domaine de commerce, parce que le commerce, c'est avec l'humain qu'on travaille. Clairement. Donc, tu comprends beaucoup l'humain. Tu sais savoir les choses qui font réagir l'humain. Les choses qui peut le pousser à passer à l'action. Comment les choses qui peuvent freiner, qui passent à l'action. Donc, là, moi, je peux vendre n'importe quoi. Ok. T'as l'expertise du vendeur. Voilà. C'est clair. Voilà. Je suis un vendeur. Je peux vendre n'importe quoi. Pas que vente, je peux communiquer aussi. Mais il n'y a pas que ça, tu sais. Ma première année, quand j'ai commencé chez Pélissa, j'ai trouvé que j'étais un peu limité à en savoir dans le business. Tout ce que j'avais acquis à l'école n'était pas suffisant. Ok. T'as peaufiné sur le terrain un peu? Sur le terrain, j'ai dit, allez chercher. Donc, j'ai continué mon apprentissage. En fait. Pendant que j'étais sur le terrain, j'ai amélioré. J'ai été chercher mon savoir. J'ai été rajouter un savoir. Je m'étais mis un challenge pendant 1 an. Je prenais 1 heure dans ma journée d'écouter un livre audio. Pour apprendre encore plus. Pour rajouter un savoir. Donc, j'ai commencé d'abord ce qui était dans mon domaine, des commerces, la vente. J'ai appris plusieurs techniques de commerce, de vente. Donc, j'avais un livre audio tous les jours, 1 heure. Donc, tu imagines 360 jours, j'ai 1 heure que j'ai mis. Et puis, j'ai été dans divers domaines, parfois qui n'avaient rien à voir avec. Voilà. Et l'intelligence que je prenais dans ces domaines-là, je venais mettre ça dans ton business. Voilà. Et beaucoup de choses que je prenais même de mon business, je mettais ça directement en pratique là-dedans. Alors, avec ça, j'ai une question maintenant un peu plus. On va aller plus dans l'essentiel, dans la philosophie. Si aujourd'hui, et c'est avec ça justement qu'on va chuter, si aujourd'hui tu avais alors un message à transmettre, donc à travers tout ce que tu as appris, à travers tout ce que tu as eu comme expérience et tout ce que tu fais, si aujourd'hui tu as un message, vraiment ta philosophie de vie à transmettre, et si tu avais par exemple un micro qui te permettait de parler au monde entier, qu'est-ce que tu transmettrais aujourd'hui?
Qu'est-ce qu'on doit retenir de ton expérience? Qu'est-ce qu'on doit retenir de ta personne aujourd'hui? Moi, la seule chose que je dirais qu'on peut retenir de ma personne, c'est les partages. Les partages. Moi, j'ai compris que quand je partage, même pas quand je donne, je me donne à moi-même aussi. Parce qu'en donnant, quand tu donnes une info à quelqu'un, le moment où tu es en train de transmettre cette énergie-là, ça ouvre des choses dans ton cerveau. Tu comprends d'autres choses, ça. Ouais. La personne ne connaissait pas, mais toi, tu as compris. Ouais, c'est vrai que je peux... Parce que tu as transmis. Quand tu sais apprendre, donner à quelqu'un, automatiquement, tu te donnes à toi-même beaucoup plus. Moi, c'est vraiment ça que moi, je conseille, les partages, donner. Moi, il y a beaucoup de choses que j'ai fait, à part mon commerce dans Pélissa, toute la matière que j'ai, énormément, beaucoup, que je donne à beaucoup de gens gratuitement. J'accompagne beaucoup de gens gratuitement. Je ne fais pas payer. Et pourtant, il y en a qui font payer ça. Mais moi, je me dis non, je dois d'abord donner. Que c'est en donnant que je pourrais par la suite recevoir, mais je donne d'abord. J'apporte. Surtout les gens qui... Je vois déjà la personne se bat, avancer. Je dis non, je dois lui apporter un plus. Ce que moi je vois, ce que je peux lui donner, je donne. Je lui demande pas là, je lui donne. Parce que j'aime d'abord Pousser. Parce que notre communauté a besoin de s'élever. Et cette philosophie-là, de partage, d'élever, même chez moi, chez Pélissa, j'applique ça. Dans le magasin, j'applique ça. Et j'aime même d'abord appliquer ça sur moi. Parce que de base, je suis quelqu'un de très timide. Je n'allais pas vers les gens. Mais ce travail-là, chez Pélissa, ça m'a permis de pousser à t'ouvrir. À m'ouvrir, à travailler, à faire un gros travail sur moi pour pouvoir m'ouvrir, aller vers les autres, partager. Parce que ce que je fais déjà, c'est du partage. J'ouvre ma porte tous les jours aux gens. Je partage avec eux. Pas que les aliments, on échange beaucoup de choses, des débats. Parfois même, ce sont des débats où on est en contre-truc, mais c'est nourrissant. Des savoirs, des gentillesses. Donc, Pélissa a fait de moi quelqu'un de grand, quelqu'un de riche, en connaissance surtout. Parce que chez nous en Afrique, on dit, on a des oreilles et une bouche. Donc moi, mes oreilles, je les utilise énormément pour apprendre. C'est grâce à ça que je comprends. Ah, c'est comme ça que je dois faire ces choses-là. C'est comme ça. Et j'apprends beaucoup aussi de mes clients. Et je pose des questions. Ah, ça, comment vous préparez ça? Et les gens, ça leur fait plaisir quand tu poses cette question. Ils disent, oh, le vendeur me demande comment on prépare ça. Tu vas voir, ils vont commencer à t'expliquer. Tac, tac, tac. Ah, d'accord, c'est comme ça. Ok, merci. La personne, quand elle sort de chez toi, tu l'as marqué. Elle a appris, en plus. Tu vois? Elle est marquée dans sa tête. Tu vois, les gars, c'est pas simplement j'achète, je pars. Ce qui fait que ces gens-là reviennent beaucoup. Et ça les fidélise en même temps. Et parfois, ils m'envoient même des gens qui viennent. Ah, je suis venu de là-bas. Et très souvent, ce qui est drôle, les magasins s'appellent Pélissa. Hein. Mais les gens, quand ils viennent, ils cherchent Pedro. Je viens chez Pedro. C'est toi, Pedro? Ouais, c'est ta personne maintenant qui a pris le dessus. C'est toi, en fait, qu'on vient chercher. C'est toi le produit. C'est toi, Pedro, oui. Ah, on m'a dit de venir chez Pedro. Acheter chez Pedro. Ok. Donc, si je peux me permettre, en résumé de ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que Pedro, comme moi je l'appelle le sage boss, c'est un entrepreneur qui a déjà ça dans le sang, parce que déjà étant petit, a commencé spontanément par entreprendre quelque chose, mais a développé aujourd'hui à travers son apprentissage, à travers ses études, a développé maintenant une philosophie de vie autour du partage. Et aujourd'hui, tient son entreprise qui s'appelle Pélissa Exotique dans la région nord de Bruxelles. Et de ce que je retiens aujourd'hui spécialement, c'est aussi le fait que, mis à part le fait que tu ouvres ta porte et qu'on vienne acheter des produits chez toi, mais en vérité, on vient plus
vers toi. Donc, c'est toi la source même du trafic. Donc, si aujourd'hui on a un business, si aujourd'hui on fait une activité, on doit bien savoir que c'est d'abord la personne qu'on achète avant le produit. Qu'on achète avant le produit. C'était Aïnès Christian dans People Interview. Un grand merci à toi. Merci à toi pour l'invitation. En tout cas, ça fait plaisir de voir ce genre d'initiative. À l'ère d'aujourd'hui, l'information, c'est quelque chose de très capital. Quand tu as l'info, tu sais quoi faire, tu sais où aller. Tu peux résoudre beaucoup de choses rien qu'avec l'information. Ce que toi tu fais actuellement, tu vas mettre à disposition des gens des informations qui vont aider ceux qui sont là déjà, qui veulent aller loin, et ceux qui ne sont pas encore là, qui voudraient venir. Et ça, c'est quelque chose d'honorable. Un grand merci. Parce que beaucoup ne partagent pas des infos. Ils connaissent, mais ils ne veulent pas. Ils veulent que ça soit lui, c'est moi qui brille, et donner des miettes aux autres. Au lieu d'apprendre aux gens à pêcher, ils veulent donner des poissons aux gens. Et cette mentalité-là, on doit changer. C'est ça qui nous nuit dans la communauté africaine, noire. Cette communauté, cette mentalité de vouloir moi, pas vous, non. Communautarisme. Toutes les grandes communautés de ce monde qui sont puissants, c'est par communauté. Parce qu'ils se mettent ensemble, ils travaillent ensemble, ils se donnent des infos, ils se partagent des choses pour pouvoir grandir. Faut pas qu'on voie toujours les mâles. J'ai pas dit que les mâles n'existaient pas. Parce que dans notre communauté, il y a beaucoup de vacheries. Ça, on voit pas. C'est le cachet. Tu peux avoir quelqu'un qui t'a aidé, mais après, c'est lui qui va te trahir. Mais cela ne t'empêche pas de continuer à partager. Parce que le bien gagne toujours. Peu importe. Très bien. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Et c'était la première édition. Il y en aura beaucoup d'office avec toi parce qu'il y a énormément de chapitres sur lesquels on a besoin de t'entendre parler. Et surtout, on t'invitera aussi au sein de People Entertainment. On va aussi t'inviter avec d'autres personnes pour échanger, partager ce savoir. Justement, c'est ça la démarche de la maison. Et moi, en tout cas, je suis très ravi de faire cette connaissance et j'étais déjà très content. La première fois que je t'ai vu, je me suis dit, ah, là, je tiens quelqu'un de valeur et je vais pas le lâcher. Donc, ça me fait vraiment plaisir de te connaître. Bon, aussi, ça me fait plaisir de te connaître et de collaborer avec toi. Avec toi, si. Mr. Aïnès. Yes. Merci beaucoup. Merci à toi.